Alors, l'association Coal a été créée il y a 12 ans maintenant, par 3 cofondateurs, moi-même, donc philosophe, Laurent Germont qui a fait l'école du Louvre, curatrice, et Clément Vimin qui lui a fait l'école de Versailles du paysage, et qui a une agence de paysagistes. Et à nous trois, on avait le sentiment que, alors à l'époque, parce que ça a évolué depuis, mais en 2008, on avait le sentiment qu'une conscience écologique émergeait et se manifestait dans la culture, que les plasticiens s'en saisissaient, mais que leurs propositions étaient invisibles, parce que c'était pas des pièces qu'on pouvait poser sur un rond-point qu'allait acheter une ville, ni des œuvres qu'on accrochait dans une galerie pour le marché de l'art. Et que du coup, leur création échappait à la visibilité du public. Donc notre première mission, c'était de les identifier et de les mettre en avant, de les promouvoir, d'où le prix Coal, Art et Environnement, qui depuis 10 ans, suite à un appel à projet, reçoit et distingue les projets d'artistes sur les thématiques de l'écologie. Et ensuite, on a commencé à développer de plus en plus de curation, d'expositions et des programmes de coopération à échelle européenne. Et le prix lui-même, c'est pour que le public soit que ces œuvres-là soient plus visibles, je présume, et mieux connues. C'est quoi votre processus de sélection? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un gagnant en particulier? Alors là, il y a un processus en cours parce que le prix Coal 2020, l'appel à projet se clôt à la fin du mois. Donc il va falloir se dépêcher. Chaque année, on reçoit environ 300 candidatures en moyenne de 60 pays. Le Canada n'est pas le plus représenté, donc j'espère qu'on recevra des propositions du Canada. Note aux artistes. Voilà. Donc une fois que l'appel à projet est clos, il y a un premier tri qui est effectué pour vérifier que ce soit conforme aux critères d'éligibilité, c'est-à-dire que ce soit des projets d'art plastique ou assimilés, que ce soit pertinent du point de vue environnemental, qu'on ne diffuse pas des mauvaises informations du point de vue scientifique, que ce soit réalisable, parce que c'est important que les projets puissent être produits. Donc ça, c'est un critère aussi qui s'attache à l'éco-conception et qu'il y a une recherche esthétique. Sur cette base, on arrive à une centaine de dossiers qui sont présentés au comité de sélection, dans lequel sont représentés les partenaires du prix, donc les financeurs, à savoir le ministère de la Culture français, le ministère de l'Écologie et la Fondation Sommer, qui est une fondation privée à Paris, avec laquelle on travaille. Et une fois que ce comité de sélection a travaillé, on aboutit à 10 finalistes qui, eux, seront présentés au jury. Et le jury, lui, rassemble à la fois des scientifiques de l'écologie, des critiques d'art ou des patrons de grandes institutions culturelles en France et des partenaires privés pour représenter aussi le point de vue de la société civile. Et je présume que ceux qui veulent voir les gagnants précédents peuvent aller sur le site de Coal. Absolument. Pour chaque année, il y a un catalogue qui est publié avec les 10 artistes finalistes à chaque fois. Et que les artistes qui ne sont pas sélectionnés dans les 10 finalistes ne soient pas tristes parce qu'on identifie leur dossier. Et très souvent, c'est ces projets-là qu'on produit pour les expositions au fil de l'année. Donc, puisque tu es philosophe de formation et sans doute quelqu'un qui réfléchit aux enjeux de la culture et de l'environnement, comment réponds-tu à ma question? Quel est le rôle de l'art vis-à-vis la sensibilisation et l'action environnementale? Alors je m'excuse avant, je vais être un peu long. Le premier enjeu, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que le secteur de la culture, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, est polluant. Et peut même être très polluant. Si je prends la Californie, dans son bilan carbone, les industries culturelles sont le 2e poste de pollution juste après l'industrie pétrolière. On n'y pense pas, mais par exemple le musée du Louvre a un impact carbone énorme à cause des visiteurs. Donc en fait, tout le flux de visiteurs qui est généré, les flux de matière pour les spectacles, les data centers pour les effets spéciaux, pour la distribution aussi de la musique, la distribution des films, etc. Donc en fait, c'est une vraie industrie derrière. On se concentre sur la création, mais derrière, il y a les structures, il y a les moyens de diffusion, etc. Donc il y a un premier rôle de la culture qui est de montrer l'exemple et de veiller à maîtriser son propre impact environnemental. Le deuxième rôle essentiel, c'est de sensibiliser. Parce que apporter l'information scientifique ne suffit pas. Par exemple, s'il y a écrit fumer dessus sur les paquets de cigarettes, on va pas arrêter de fumer pour autant. Il faut aller plus loin et sensibiliser, d'où les images, par exemple, pour choquer. Et l'artiste a la possibilité de rendre sensibles des choses qui sont imperceptibles, parce que le problème du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, c'est que c'est des hyper-objets qu'on ne perçoit pas par notre corps et dans notre expérience quotidienne, et pour les rendre perceptibles, là, des dispositifs artistiques peuvent les rendre sensibles.
soit en manifestant le futur niveau de la mer, soit, je pense à Michael Pinsky ici, qui a fait une installation artistique de ce type, soit en rendant perceptible la radiation atomique. Je pense à Anaïs Tonder, qui a fait des photographies de plantes radioactives, et du coup ça se voit sur le procédé photographique qu'elle a utilisé. Donc ça, c'est le deuxième point. Ensuite, le troisième point, c'est que l'artiste est aussi un expérimentateur, et il peut proposer d'accompagner les changements de comportement. Déjà, il peut faire une recherche que d'autres ne peuvent pas, parce qu'il n'a pas d'obligation de résultat. Il n'est pas obligé de proposer quelque chose qui a un modèle économique. Ça peut être juste comportemental ou une sculpture sociale. Ça peut être des choses qui ne produisent pas de richesse, mais qui sont nécessaires au changement de comportement. Ça peut être des démarches participatives ou des actions qui s'incarnent pas par une œuvre d'ailleurs, mais qui sont dans l'espace public avec les gens, qui sont plus de l'ordre de la sculpture sociale. Et surtout, c'est un agent qui est neutre, c'est-à-dire que quand c'est un politique ou une entreprise qui s'adresse aux citoyens, soit on a le sentiment que c'est parce qu'il veut se faire réélire, soit c'est parce qu'il veut de l'argent. L'artiste, lui, il n'a pas d'agenda, il n'a pas d'autre objectif que sa propre recherche, ou en tout cas il est perçu comme tel. Ce qui lui permet d'être un agent neutre qui remet du lien au sein de la société, et qui permet de créer du lien entre des acteurs qui ne se parlaient plus forcément. Et enfin et surtout, et c'est le dernier point et le plus important, c'est que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu un grand changement de société, ça s'appuyait sur un imaginaire. Et il faut un imaginaire d'un futur positif où ça se passe bien pour motiver à l'effort nécessaire à atteindre ce futur. Par exemple, le communisme, c'était les lendemains qui chantent. On imaginait que la révolution communiste allait apporter un futur radieux et joyeux pour tout le monde. Ce qui a motivé à quand même faire des guerres, des révolutions et des choses terribles. Et la révolution industrielle était basée sur une promesse également d'un avenir radieux, où les gens acceptaient de quitter le confort de leur campagne et où ils étaient autosuffisants du point de vue alimentaire, pour aller dans des villes insalubres, travailler dans des usines, dans des conditions terribles, mais sous condition d'avoir cet imaginaire que cet effort apporterait du progrès, de l'accès à l'éducation, de l'accès à du soin, etc. Là, pour l'écologie, on a le même besoin, c'est-à-dire que les artistes se mobilisent pour créer un imaginaire d'un futur où ça se passe bien. Alors que pour l'instant, l'imaginaire qui est véhiculé par les fictions, c'est surtout celle de l'effondrement, la collapsologie, un avenir où ça se passe mal. Donc il faut maintenant qu'on construise... des billets de c'est vrai, mais maintenant il faut qu'on construise un récit d'un futur où on imagine un monde, une vie quotidienne où ça se passe bien. Et évidemment, ça vend pas. C'est pas ça qui crée de l'audience. Donc ça peut pas être le sujet, mais par contre, ça peut être le décor d'une action. On peut imaginer des actions dans le futur avec des procédés narratifs dont ce futur positif n'est pas le sujet, parce qu'effectivement, ça fait pas vendre, mais dont ça peut être le décor, et ça participe de la motivation de l'ensemble de la société à changer. Est-ce que tu vois des œuvres, un momentum dans les milieux artistiques de créer de tels types d'œuvres, ou c'est encore embryonnaire au niveau du milieu lui-même qui se mobilise, et à la fois pour la réduction de leur empreinte de carbone, je suis tout à fait d'accord qu'il faut le mesurer puis le réduire, mais aussi, est-ce que tu vois des artistes qui ont envie de faire ça? Plein. Énormément. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils ne travaillent pas seuls. La plupart du temps, les artistes travaillent soit en collectif, soit en collectif interdisciplinaire, avec notamment des scientifiques ou des sociologues ou des philosophes. C'est une expérience qu'on a menée depuis plusieurs années en France. On a créé ce qu'on a appelé le laboratoire de la culture durable, qui consiste à faire travailler ensemble, en trio, pendant 1 an, avec tout un processus et un agenda avec des rencontres organisées et puis une méthode, faire travailler ensemble un artiste plasticien, un philosophe ou un anthropologue et un écologue, et sur un sujet commun. Donc la première année, c'était sur le sol, la deuxième année sur l'alimentation, et comment est-ce que ça peut évoluer. Et ce qui est d'intéressant dans ces recherches interdisciplinaires, c'est qu'elles construisent un récit très crédible, très sérieux, tout en ayant en plus la force du médium artistique, et selon les artistes, ils utilisent des supports différents, et ça permettait de proposer des expositions avec beaucoup de contenu et qui accompagnent ces changements de comportement avec des expériences. Je donne l'exemple de l'alimentation, où le sujet c'était sur un territoire, donc à chaque fois on se rattache à un territoire d'expérimentation pour avoir un objet concret de travail. Là c'était à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, où il y a plus de 100 nationalités représentées. Et ils ont commencé par un livre de recettes, recueillir les recettes des gens qui habitent le territoire et qui ont plein de traditions culinaires différentes, et identifier les plantes dont ils avaient besoin pour leurs recettes, mais qu'ils ne trouvaient pas, parce qu'elles n'étaient pas cultivées en France. Et du coup ils ont monté un projet agricole pour cultiver les plantes qu'on pouvait acclimater au territoire, pour pouvoir développer ces filières et accompagner la conscience de l'alimentation, de l'origine des plantes et de la façon de le consommer, avec beaucoup de convivialité et d'échanges interculturels. Ça peut paraître anecdotique,
parce que ça part juste de recettes de cuisine. Mais au final, c'est ce qu'il y a de plus quotidien et de plus commun à toute l'humanité que de s'asseoir à table et manger quelque chose. Et c'est ce qui a aussi le plus d'impact sur l'environnement, puisque avec nos coups de fourchette, derrière, c'est les brûlis en Amazonie, c'est la destruction de l'Indonésie, et c'est l'impact environnemental majeur, il passe par notre coup de fourchette. Je sais qu'en Angleterre, il y a des organismes comme Julie's Bicycle, il y a Creative Carbon Scotland, il y a ces choses-là. Là, tu parles de votre organisme en France, et il y a d'autres structures, oui, évidemment. Mais au niveau européen, est-ce qu'il y a aussi des projets qui lient l'art et l'environnement? Puis il faut reconnaître que c'est pas nouveau. Hein. On commence, le land art, le eco art, tout ça, ces traditions-là sont là depuis longtemps. Des artistes touchent à tous les domaines. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe en ce moment, selon toi, qui est intéressant, qui vaut la peine pour disons les publics canadiens et québécois qui veulent en savoir plus? Parce qu'il y a quand même une masse critique là, d'artistes en Europe. Puis, qu'est-ce qui se passe qui, selon toi, est intéressant? Je pense que l'Europe et la France en particulier ont toujours utilisé la culture comme un outil de soft power, un outil d'influence et de diplomatie. Et comme l'Europe s'est vraiment positionnée politiquement comme voulant avoir le leadership sur la lutte contre le changement climatique, du coup, il y a beaucoup de programmes qui soutiennent la création artistique autour de ces sujets. On travaille notamment depuis 9 ans déjà, et encore plusieurs années, parce que c'est des projets pluriannuels, on travaille à un programme européen qui fédère 11 structures dans 8 pays. Donc c'est des projets assez ambitieux qui permettent de générer des échanges entre les pays d'artistes, d'œuvres ou de coproduction, et qui permettent d'unifier une culture européenne de l'écologie. Donc c'est vraiment la stratégie d'avoir ça en commun à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, même si les Anglais nous ont quittés, mais on continue de travailler avec eux. Ils sont pas loin, exactement. Il reste des voisins. Et par contre, je reviendrai sur ce que vous avez dit précédemment au sujet du land art, par exemple. Il y a quand même une rupture au début des années 2000 entre ce rapport à l'environnement qui était initié par les artistes depuis très longtemps, effectivement, mais qui était encore assez démiurgique, c'est-à-dire qu'on arrivait dans un paysage et l'artiste y marquait son empreinte, et certaines œuvres de land art étaient très polluantes, où on utilisait des machines d'excavation, enfin c'était très ambitieux, c'était vraiment démiurgique. Alors que progressivement, et ça s'est fait petit à petit, Neil Soudo, Andy Goldsworthy, etc., l'intervention de l'artiste est devenue de plus en plus discrète, de plus en plus portée sur accompagner le regard du public plutôt que intervenir dans l'environnement. C'est devenu beaucoup plus doux, même si c'est des artistes très anciens qui l'ont fait. Je pense à Herman von Vries, qui une de mes œuvres préférées de lui, c'est 2200 crottes de lapin, qui sont posées sur une toile de façon géométrique, et une façon d'interroger notre culture et d'interroger notre regard. C'est-à-dire qu'une crotte de lapin qui est intégrée à une œuvre d'art, c'est une façon de lui donner une valeur qu'on lui attribue pas quand on la voit dans l'environnement, alors que du point de vue écologique, elle a une valeur fondamentale, puisque c'est elle qui refait le lien avec le cycle du vivant et le cycle de la matière dans l'écosystème. Donc il y a eu une évolution assez forte à partir des années 2000, où l'intervention dans l'environnement venait soit le montrer, soit le soigner, mais pas y imposer sa marque. Juste sur les outils, effectivement, c'est important de s'informer. Assez souvent, des artistes nous posent des questions très techniques et nous demandent si on peut les mettre en relation avec des scientifiques sur le sujet sur lequel l'artiste est en train de travailler. On le fait souvent. On a un site qui s'appelle ressourceszero.com, dans lequel, depuis 10 ans, on essaye de mettre tous les référentiels ou les informations utiles pour les artistes dans leur pratique, aussi bien les plasticiens, mais aussi dans le monde du spectacle vivant. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est de regarder ce qu'on parlait du fait que j'ai pris l'avion, et c'est exact, c'est de regarder ça un peu comme l'argent, le CO2. C'est-à-dire que là, j'ai investi du CO2 en prenant l'avion, et il faut que cette dépense soit utile et légitime. Et je suis pas venu juste en vacances, je suis venu rencontrer plein de gens et essayer d'accompagner la réflexion sur l'écologie et l'art. De la même façon, on peut pas s'empêcher de polluer, parce que quoi qu'on fasse, ce sera polluant. Mais la seule question à se poser surtout, c'est est-ce que c'est légitime? La raison pour laquelle je le fais est-elle suffisante et justifie-t-elle cette dépense d'énergie et de CO2? C'est de cette façon-là peut-être qu'on peut le plus aisément avancer.
on justifie, puis on essaie aussi de compenser. Il y a des systèmes là, qui ont mis en place en anglais on dit carbon offset, mais il ne faut pas se leurrer que c'est pas une solution magique, mais c'est quand même un outil. Un outil. Mais il faut être prudent sur les compensations carbone, parce que si ça consiste à financer des fours solaires en Afrique ou des éoliennes, c'est encore participer à consommer de l'énergie. La seule compensation vraiment efficace et qui capture du CO2 qui est déjà dans l'air, plutôt que d'éviter d'émettre du CO2 en plus, c'est les arbres. C'est le seul outil efficace de captation de carbone et qui fonctionne très bien. Ben merci Loïc, on va se reparler, j'en suis certain, mais c'est un bon point de départ parce que je pense que le travail de Coal, c'est comme ça que vous le dites, me semble important dans la mesure que c'est une passe internationale, donc c'est ouvert à tous, puis ça nous donne des exemples d'œuvres, d'initiatives, de démarches, qui ont un certain mérite parce que vous avez mis la lumière avec le prix. Puis déjà, ça, c'est quelque chose d'important. C'est comme une référence. Puis peut-être, via l'outil d'un prix ou d'autres formes de reconnaissance, on peut mettre la lumière sur les artistes qui font du travail. Des fois, ça peut être à petite échelle, pas nécessairement des grandes œuvres, mais il y a toutes sortes d'initiatives, donc il faut comme créer des réseaux, créer des façons de partager l'information. Donc, merci pour cet échange. Merci.